Ok. Ça c'est bon. C'est bon, c'est parti. Donc merci à toutes et à tous de bien vouloir assister à cette conférence de presse relative à la proposition de loi que je viens de déposer concernant la libre utilisation des semences relevant du domaine public. Pour déjà donner un cadre de contexte à l'élaboration de cette proposition de loi, elle fait suite à la loi agriculture-alimentation qui avait dans son exposé, dans son contenu, proposé déjà que cette utilisation des semences paysannes soit autorisée. L'article 78 de mémoire exposait ça, il a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Donc ça c'est le premier point que je voulais soulever. Pourquoi dans ce contexte faire une proposition de loi pour la libre utilisation des semences relevant du domaine public? Il y a quand même une donnée fondamentale, c'est de se rappeler que depuis 100 ans, l'agriculture productiviste industrielle a favorisé les monocultures à grande échelle et c'est un danger, notamment sur les semences, puisque 90% des variétés traditionnellement utilisées par les paysans et les paysannes ne sont plus cultivées aujourd'hui. 75% de la diversité génétique des plantes cultivées a été perdue et l'essentiel de l'alimentation humaine repose aujourd'hui sur seulement 12 espèces végétales et 14 espèces animales. Alors ces menaces, elles sont de plusieurs ordres. La première menace, c'est sur notre sécurité alimentaire, c'est le verrouillage du vivant et donc de la propriété du vivant, voire du brevetage du vivant. Et c'est également un problème sur le besoin de plus en plus prégnant, qui est défendu maintenant de plus en plus largement, de relocaliser les productions et donc d'avoir également des semences et des variétés qui soient adaptées aux contextes locaux. Mais on en reparlera sans doute au cours de la discussion. Une autre menace sur notre santé, puisque cette façon de rétrécir la diversité des semences utilisées entraîne une perte de valeur nutritive des semences qui sont aujourd'hui largement cultivées, une perte également d'un patrimoine génétique d'espèces végétales qui peuvent aujourd'hui être porteuses de propriétés particulières que l'on ne pourrait donc plus pouvoir exploiter si on ne les conserve pas. C'est également une menace directe sur notre environnement, puisque la standardisation de ces semences oblige, pour en tirer le meilleur parti, et la sélection vise une efficacité ou comment dire, une intensification, une accélération des performances. Ça demande une utilisation d'intrants massifs pour pouvoir exprimer les caractères de ces variétés standardisées et sélectionnées, mais aussi des variétés qui sont gourmandes en ressources et notamment en ressources en eau. Alors les jardiniers et les agriculteurs jouent un rôle donc crucial pour la conservation, mais également la diffusion de ces semences et l'enrichissement de la biodiversité agricole. Je vous parlais des changements climatiques notamment et de l'utilité d'avoir une variété d'espèces végétales pour y répondre. C'est aussi la question des semences population que nous pourrons aborder, et ça n'est possible que s'il y a une libre utilisation de ces semences paysannes et qui appartiennent aujourd'hui au domaine public. Il faut donc donner les moyens légaux de faire cette utilisation large, cette préservation, et donc lever les freins ou lever les risques juridiques qui existent aujourd'hui sur les utilisateurs de ces semences, ceux qui les diffusent ou ceux qui peuvent aujourd'hui les utiliser. Donc l'objectif de cette proposition de loi, il est donc celui-ci, permettre au maximum de personnes de pouvoir utiliser, diffuser ces semences et variétés qui relèvent du domaine public, mais ça n'est pas une attaque contre les obtenteurs qui aujourd'hui peuvent librement continuer à faire leurs affaires, j'allais dire, dans leur coin, avec des certificats d'obtention végétale si bon leur semble, mais vraiment qu'on laisse les biens communs que sont cette diversité des semences en dehors de ce registre commercial et de la pression des intérêts financiers privés. Sur cette proposition de loi, plusieurs de mes collègues
ont signé d'un spectre politique assez large, le groupe France Insoumise bien sûr dans son ensemble, mais aussi Gabriel Serville du groupe des communistes, donc s'est joint à cette proposition de loi, Paul-André Colombani qui est député de Corse et membre du groupe Liberté et Territoire, ou encore Richard Ramos qui devait être aujourd'hui à mes côtés mais qui est excusé, qui lui est un député centriste qui participe à la majorité. Je voulais également ici saluer les associations qui m'ont aidé depuis plusieurs semaines à approfondir ma réflexion sur cette question des semences et qui ont contribué à ce que cette proposition de loi puisse aboutir. La FNAB, je salue M. Bonduo qui est chargé de mission semences qui est à mes côtés, qui va pouvoir nous expliquer quelle est la position de la FNAB sur cette question, mais également l'association Cocopelli, aujourd'hui représentée par Madame Magarinos Rey, qui est l'avocate de l'association, mais je citerai aussi la Confédération paysanne et notamment les représentants de la Confédération paysanne qui sont dans le réseau Semences Paysannes et plus directement aussi le réseau Semences Paysannes avec qui j'ai eu des contacts qui m'ont permis de faire que cette proposition de loi soit aujourd'hui déposée. Ce que je vous propose, c'est que peut-être rapidement laisser la parole à mes deux voisins pour rapidement que vous puissiez dire ce que vous pensez de cette initiative ou comment vous l'abordez, vous, de votre point de vue, et puis après, on pourra répondre aux questions qui se posent sur l'objet, le cadre juridique ou toute autre question éthique sur cette question des semences paysannes. Sa parole. Merci beaucoup en tout cas de cette invitation. Alors nous, les semences paysannes, c'est vraiment une préoccupation que l'on travaille dans le réseau FNAB depuis 20 ans à peu près, un peu plus de 20 ans, au travers des groupes locaux. L'objectif pour nous, ce n'était pas de concurrencer les semences commerciales, mais c'était vraiment de développer à la base des dynamiques d'autonomie pour les producteurs, aussi bien en culture céréales et autres protéagineux qu'en potagère et en fourragère. Donc c'est vrai qu'on a un réseau aujourd'hui où il y a à peu près des structures et des dynamiques sur l'ensemble du territoire au niveau national. Donc on est ravis puisque évidemment réglementairement les échanges étaient très difficiles entre producteurs. Dans certains groupements, dans certaines dynamiques, il y a aussi des jardiniers. Donc il y avait aussi cette problématique de sélection, de multiplication, d'échange, de diffusion des semences multi-acteurs. Donc il y a voilà, le volet de producteur, mais aussi le volet amateur. Donc pour nous, ce serait plutôt une avancée de pouvoir aussi être libre puisqu'on a récupéré à peu près 500 à 600 variétés des congélateurs de l'INRA, remis, multipliés, diffusés. On travaille beaucoup sur les populations dynamiques. Donc c'est vrai que ça c'est vraiment pour nous une dynamique et une ambition pour l'ensemble du réseau FNAB, en tout cas d'accompagner les producteurs adhérents dans ce travail de sélection et surtout de valorisation de leur savoir-faire et comme vous le disiez brillamment, surtout le volet adaptation au territoire, et je pense que ça c'est vraiment une pierre angulaire pour nous, c'est que les variétés doivent être adaptées au territoire, ce qui n'est pas réellement le cas dans les semences commerciales actuelles, même commercialisées et sélectionnées en agriculture biologique, qui ne répondent pas obligatoirement aux besoins des producteurs et des productrices. Donc voilà, donc nous on est aussi bienveillants, c'est pour ça dans le programme Semences Paysannes aux nouveaux modes de sélection. Donc ça c'est vraiment aussi une veille très importante pour nous au niveau réglementaire. Évidemment nous sommes contre OGM et tous les attributs et toutes les nouvelles technologies qui s'y rapprochent. Donc pour nous, les semences paysannes sont des solutions pour contrer en fait aussi ces modifications génétiques. Que dire d'autre Il y en a une question aussi toujours qui est autour de votre projet de loi, c'est puisqu'on participe également à des discussions au niveau européen, surtout sur le nouveau cahier des charges européen sur le matériel hétérogène. Et via le CNAB, le Comité national de l'agriculture biologique au niveau national, et puis les sections UNIS. C'est le volet aussi sanitaire dans tous ces échanges, donc peut-être qu'on y reviendra après, j'espère. Mais voilà, donc on est ravis de pouvoir trouver peut-être une solution pour les producteurs et les jardiniers de pouvoir réglementairement diffuser, voire commercialiser leur travail et leur savoir-faire autour des semences paysannes. Très bien, merci beaucoup.
Vous voulez que je dise un petit mot aussi? Si vous voulez. Au niveau de l'association Cocopelli, qui existe déjà maintenant depuis un peu plus de 20 ans et qui commercialise des variétés dites anciennes ou traditionnelles ou à pollinisation ouverte, qui sont donc reproductibles et libres de droit, par lot de environ 1500-2000 variétés par an, pratiquement. Donc c'est l'un des opérateurs qui met sur le marché une des plus grandes diversités en Europe de variétés particulièrement potagères sur le marché, et qui les offre aux agriculteurs professionnels pour certains d'entre eux, et puis sinon majoritairement à des utilisateurs non professionnels comme le sont les jardiniers amateurs ou alors les collectivités publiques. Et donc l'association a fait face à des démêlés judiciaires nombreux et qui ont duré très longtemps, et qui ont fini par tordre un peu l'interprétation, la lecture à donner aux dispositions de droit européen qui s'appliquent en matière de vente de semences. En définitive, la marge de manœuvre juridique existe pour permettre à une association comme Cocopelli ou d'autres, puisqu'il y en a beaucoup qui ont émergé en France sur tout le territoire et qui ont des activités un peu similaires, de faire de l'échange à titre gratuit mais aussi onéreux dès lors que les semences sont destinées à des utilisateurs non professionnels. Donc cette marge de manœuvre, elle existe dans le droit européen. Elle a été quelque peu niée en fait par la jurisprudence française. Et donc il s'agit ici, avec cette proposition de loi et aussi avec donc l'article 11 de la loi biodiversité et l'article 78 ensuite de la loi Egalim, de clarifier les choses définitivement, de sécuriser le cadre juridique et de permettre à ces activités de se dérouler en toute tranquillité juridique, si je puis dire, en exploitant ces possibilités légales qui existent dans le droit européen. Donc nous, bon, c'est vrai qu'on est... ça fait déjà un certain temps qu'on travaille sur ces sujets-là, sur le terrain et aussi sur le plan juridique. On a été très déçus de voir que le Conseil constitutionnel invalidait d'abord l'article 11 de la loi biodiversité et que le Conseil constitutionnel revenait à la charge ensuite pour invalider encore l'article 78 de la loi Egalim en prétendant que cet article n'avait aucun rapport avec le projet de loi initial. Or, évidemment bon, c'était sans aucune motivation, on nous a simplement dit que c'était un cavalier législatif. Alors que qu'est-ce qui a plus de rapport avec l'agriculture et l'alimentation que les semences? Le Conseil constitutionnel a laissé pas mal d'articles qui avaient un lien beaucoup plus ténu avec le projet de loi initial dans le texte et a censuré certains articles qui avaient un lien évident avec le projet de loi initial, comme l'était donc l'article 78. Donc on s'aperçoit que bon, il y a une espèce d'acharnement contre l'assouplissement du cadre réglementaire applicable aux semences. Ça tient peut-être à certains groupements d'intérêts très influents. Et il y a un acharnement qui se produit aussi bien sur le terrain judiciaire que sur le terrain législatif et le terrain, disons, du Conseil constitutionnel, les juridictions suprêmes. Mais on voit que par cette proposition de loi, et puis celles qui ont été déposées par les autres groupes politiques aussi, parce que on a vu intervenir aussi les députés de la majorité, les députés du groupe UDI qui ont déposé une proposition de loi similaire, puis aussi au Sénat, plusieurs groupes politiques qui ont déposé des propositions de loi similaires. On voit que le terrain politique, en fait, il est prêt, il est mûr, et donc... je pense que ces verrous réglementaires vont bien finir un jour par se débloquer. Et donc cette initiative, elle est très positive parce qu'on s'aperçoit qu'en fait c'est tout le spectre politique qui est prêt à débloquer ces sujets-là qui sont très attendus dans la population, aussi bien par les consommateurs. On l'a vu avec l'audience extraordinaire de ce reportage qui est passé sur France 2 il n'y a pas longtemps, le Cache Investigation, et qui est très attendu aussi par la communauté donc,
des associations qui font de la conservation de semences est très attendu aussi par les agriculteurs et spécialement les agriculteurs en bio. Et puis, je pense que ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette proposition de loi, elle s'inscrit aussi dans un mouvement plus général d'ouverture de la législation semences, et on l'a vu déjà dans les dispositions qui ont été adoptées sur le nouveau règlement européen sur l'agriculture biologique. On sent déjà qu'il y a des prémices de volonté politique, et donc je pense que c'est le moment d'agir. On a une marge de manœuvre en France, juridique, sur laquelle on peut jouer, et cette proposition de loi contribue à amplifier et rendre vraiment réel ce mouvement. Très bien, merci bien. Effectivement, l'objet de cette proposition de loi est bien de continuer à essayer d'élargir cette brèche-là. Et ce que vous disiez sur la marge juridique qui existe, c'est une réalité sur la vente de semences à des utilisateurs non professionnels, mais donc l'objet est de sécuriser cela pour éviter ces déboires juridiques et le fait que voilà, il y a un flou qui est savamment entretenu aussi et des jurisprudences sur cette question-là, mais c'est également le cas sur les échanges entre professionnels, puisque l'entraide, qui était le cadre juridique qui permettait des échanges entre pairs, entre agriculteurs, existe, mais ne permet pas de sécuriser aussi parfaitement la circulation des semences paysannes. Donc je vous propose que maintenant, voilà, s'il y a des questions qui se font jour, et puis peut-être on pourra apporter quelques précisions, notamment sur les semences population, peut-être un petit peu après, et sur le rôle aussi de la puissance publique, et je pensais notamment à la recherche publique. Oui, donc Denis de l'AFP, j'imagine que vous avez essayé de solliciter des députés d'autres groupes aussi, en plus de ceux qui ont déjà co-signé cette PPL. Est-ce que, notamment au niveau de la majorité, vous avez eu des fins de non-recevoir, ou alors vous avez senti quand même des élus un peu intéressés, mais coincés? Oui, alors il faudra leur poser la question directement. Effectivement, l'objectif de cette PPL, c'était voilà, de ce que disait Madame aussi, il y a une attention qui est portée, le groupe majoritaire a déjà fait des propositions qui regroupaient un package de 8 articles qui avait été retoqué par le Conseil constitutionnel, donc cette affaire des semences pour les jardiniers. Donc moi j'ai envoyé cette proposition à des députés que j'ai identifiés comme étant particulièrement intéressés par cette question-là. Donc c'était Dominique Potier notamment pour le groupe socialiste, mais également Sandrine Lefeur pour le groupe de la République En Marche. Donc des fins de non-recevoir, ou en tout cas un peu de timidité à vouloir remettre 1 euro dans la machine ou remettre un petit coup de pied dans la fourmilière pour qu'enfin on arrive à aboutir à ce que ce cadre législatif sécurise vraiment ce domaine-là. Donc je n'ai pas perdu tout espoir d'arriver à les convaincre, mais il y a encore quelques réticences parce que même si je l'ai exprimé, hein, c'est pas moi je ne vais pas chercher des poux dans la tête des obtenteurs végétaux. Ils font bien leur business dans leur coin si ça leur chante. Sauf que moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce qui nous appartient à tous, on puisse l'utiliser et le développer. Et donc c'était aussi une façon de dire, je sais que dans la majorité, il y a cette problématique toujours de ne pas toucher des intérêts ou des lobbies sur des questions d'intérêt financier ou qui pourraient être de l'emploi. Et donc c'est pour ça que j'ai essayé de dissocier ces deux questions qui sont pour moi concomitantes, mais qu'on peut traiter de manière différenciée. Les obtenteurs végétaux font ce qu'ils veulent. Nous, on doit pouvoir faire ce qu'on veut aussi avec nos semences, qui sont un patrimoine commun. Donc je pense qu'il y a encore cette timidité de quelques groupes, notamment du groupe majoritaire, à s'associer sur ces questions-là. Mais bon, il faut quand même dire, hein, pour leur rendre hommage, que c'est aussi grâce au soutien du groupe majoritaire que l'article 78 a été voté dans la loi Egalim. Là, il faut dire qu'il y a quand même des députés qui se sont beaucoup battus, comme Barbara Pompili, Sandrine Lefeur aussi. Et aussi, il faut savoir que il y a une proposition de loi qui a été déposée, qui a été co-signée par 388 députés, y compris les députés de la majorité. Donc, en fait, je pense que ce qu'il faut saluer ici, c'est que sur cette question-là, il y a vraiment un consensus politique et que tous ensemble, vous allez réussir à débloquer ce sujet-là. Hein. C'est que ce consensus politique, il faut arriver quand même à le traduire de manière législative dans un cadre sûr. Voilà. Ouais. Effectivement, il faut qu'on dépasse ces déclarations d'intention
et ce blocage là, du Conseil constitutionnel sur cet article 78. Mais vous pensez que cette proposition de loi, elle va être mise à l'agenda? Peut-être pas celle-ci, mais celle du groupe majoritaire, et ensuite la vôtre sera intégrée dedans? Alors moi c'est pour ça que j'ai vraiment ciblé un semence sur cette proposition de loi, parce que quand j'ai vu celle de la majorité qui regroupait 8 articles, je pensais que c'était un peu plus compliqué de mettre à l'agenda une proposition qui regroupe 8 articles, qui du coup balaye un spectre bien plus large que les semences, que là, notamment quand j'avais discuté avec le nouveau ministre de l'Agriculture lors de ma proposition de loi sur la malbouffe, on avait eu un échange un petit peu sur cet article 78, et il se déclarait, lui, tout à fait favorable à ce qu'on le remette à l'agenda. Donc maintenant, s'il veut juste remettre l'article 78, je veux dire que cette proposition de loi, elle permet de cibler précisément, comme il dit, c'est chirurgical, quoi. S'il veut vraiment juste remettre ça, il peut. Si on veut aller plus loin et remettre 8 articles retoqués par le Conseil constitutionnel, mettons à l'agenda celui de la majorité. Moi, j'ai aucun souci là-dessus. Nous, comme toujours dans notre façon de travailler, c'est ce qui sont des propositions qui font avancer l'intérêt général. On ne chicaille pas à les signer ou à les soutenir quand ça va dans le bon sens. C'est bon, c'est la question que j'allais vous poser, la traduction législative de tout ça, si ça... Là, vous avez répondu à la question. Éventuellement, est-ce que ça pourrait s'intégrer dans une niche de la France insoumise si d'ici la niche, justement, ça n'évolue pas? Moi, je trouve que, franchement, c'est tellement d'importance. On a vu, vous avez cité l'émission où tout le monde l'a vu. Les enjeux, je les ai rapidement brossés quand même. C'est quand même pas des enjeux tout à fait secondaires. Sécurité alimentaire, santé, environnement, j'allais dire changement climatique, puisqu'on parlait aussi des semences population. C'est comment les semences s'adaptent aujourd'hui dans nos bassins de vie, dans nos régions, au changement climatique. J'aimerais bien qu'on n'attende pas la prochaine niche parlementaire de la France insoumise, qui sera donc en février 2020, pour remettre ces questions à l'agenda politique. Je veux dire, il y a une urgence absolue à ce que cette affaire-là soit réglée là, j'allais dire à l'automne, quoi. Ou alors c'est qu'on est encore dans des belles déclarations où on nous dit on va y penser, et puis d'ici 2-3 ans, on verra si on a la place pour mettre ça à l'agenda parlementaire. À mon sens, il faut le faire maintenant, ça serait quand même le minimum pour mettre en adéquation les discours. On a tous en tête le discours de politique générale du Premier ministre qui disait « c'est l'heure de l'accélération écologique ». Ben là, vous avez la pédale de l'accélérateur, monsieur le Premier ministre, elle est à votre disposition, donc si vous l'appuyez dessus, il n'y a qu'à. Faisons. C'est bon. Super. Okay. Juste, je voudrais rajouter 2 petits mots sur le rôle des institutions et de la recherche publique. Il y a eu cette discussion récemment sur l'expérimentation. On a tous en tête ces images des vaches à hublot, etc. etc. Moi, ça m'a amené à poser une question écrite sur la lettre de mission qui est notamment faite à l'INRA sur ces questions de recherche agronomique, et notamment sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, comment la recherche publique, et l'INRA en particulier, met des moyens sur les conservatoires de ressources génétiques, végétales ou animales. Là, en l'occurrence, c'est les ressources végétales qui nous intéressent, parce qu'aujourd'hui, on a aussi, vous disiez, vous avez sorti des dizaines de variétés, des frigos de l'INRA, parce que la conservation de semences et de diversité végétale, ça veut dire qu'il faut les replanter régulièrement, parce que sinon une semence elle finit par mourir, et si vous ne la replantez pas pour la régénérer, vous la perdez. Et aujourd'hui on a cette problématique à l'INRA, c'est qu'il y a des collections entières, alors pas forcément sur des graines, mais parfois même sur des sujets des arbres, des collections de prunus ou de châtaigniers, pour ce que j'ai en tête et en mémoire de ce qui se passe non loin de chez moi en Gironde, où on est en train de perdre des collections. Et quand je vous disais que demain on aura peut-être besoin d'aller chercher des variétés anciennes parce qu'elles ont des propriétés particulières, parce qu'elles résistent à des agresseurs, parce qu'elles résistent au changement climatique, parce qu'elles apportent des propriétés qui aujourd'hui nous semblent inutiles, si on ne les conserve pas, et on en a déjà perdu beaucoup, on ne pourra pas les refabriquer. Et ça, c'est perdu pour toujours. Voilà ce que je voulais rajouter sur ce registre de la puissance publique, le rôle qu'elle doit avoir sur cette question des ressources génétiques végétales, et c'est la même chose pour les ressources animales. Pour faire juste une petite digression sur les races locales, ça répond des mêmes enjeux, des races adaptées au territoire.
Si je peux me permettre sur ce volet d'INRA, discuter avec des chercheuses il y a encore 2 jours. La problématique, et c'est vrai que là je pense qu'il y a vraiment besoin d'un appui politique sur les financements en fait, à long terme au niveau des semences paysannes, puisque les chercheuses en question m'ont beaucoup fait part de gros programmes européens, juste des millions d'euros, mais c'est juste sur 2 ou 3 ans, avec une énorme crainte de l'arrêt total des financements sur ce genre de sélection, d'espèces même, donc toute espèce végétale, je parle. Donc c'est vrai que là, si on peut avoir aussi un appui politique pour avoir parce qu'on sait que tous ces développements de programmes sont beaucoup soutenus par les financements publics, mais malheureusement avec toutes les craintes d'arrêt possibles. Donc c'est vrai que si on trouverait aussi, pourquoi pas, donc là je vous lance un petit peu une perche, un autre modèle économique pour financer également la recherche. Donc vous parliez de l'INRA, donc ce serait intéressant de voir si l'INRA peut également travailler peut-être sur 10, 15, 20 ans, parce que vous parliez aussi de culture pérenne, et les cultures pérennes, évidemment, c'est pas en 3 ans qu'on a des résultats. Donc voilà, s'il peut y avoir aussi un appui de programme à long terme, financement public, voire peut-être un autre modèle économique à inventer. Le modèle économique de la recherche publique, il existait jusqu'à temps qu'on le bascule sur des ANR et des sujets où on travaille sur des appels d'offres, sur des quadriennaux, et c'est pas compatible avec le temps long dont on a besoin pour ces questions-là, effectivement. Mais voilà, moi sur 2 PLF déjà, j'ai déjà été attentif à ces budgets de la recherche publique, forcément. J'en suis aussi issu, donc je sais de quoi il s'agit, et très attaché à ce que la recherche publique reste financée par le public pour l'intérêt général. En tout cas, merci à tous les deux pour votre participation, merci pour les questions, et voilà, à suivre sur la suite de la vie de cette proposition de loi. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci bien. Merci Antoine.